Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le groupe pharmaceutique Roche renouvelle son contrat avec la Côte d'Ivoire, un deuxième partenariat qui met l'accent sur la lutte contre le cancer et les maladies virales. Le président du conseil d'administration de la firme, reçu par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, les deux parties veulent réaliser une vision commune de santé pour tous. Un nouveau château d'eau dans la commune d'Abobo, précisément dans le quartier d'Avocatier, c'est le deuxième du genre. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé les travaux. Dans 24 mois, il n'y aura plus de problème d'eau dans la commune. Le réseau de distribution sera également étendu. Elle se nomme Akadjoa Laurence, c'est la première femme officier commando gendarme de Côte d'Ivoire. Elle fait partie des 337 officiers et sous-officiers en fin de formation. Ils ont reçu les attributs des mains du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. C'est le fruit d'une bonne coopération. Le groupe pharmaceutique Roche renouvelle son contrat avec la Côte d'Ivoire. Le président du conseil d'administration de la firme était chez le vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'est le deuxième partenariat du genre. Cet autre départ couvre plusieurs aspects du domaine de la santé. Jérôme Kofi Abolin. Le président du conseil d'administration du groupe Roche au palais présidentiel ce vendredi 13 décembre 2019 à la rencontre du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Christophe France, c'est son nom. Il est à la tête d'une importante délégation devant le vice-président ivoirien. Les échanges ont porté sur le partenariat entre la République de Côte d'Ivoire et le groupe Roche dans le cadre de ce qu'il convient d'appeler la vision commune de la santé pour tous à la suite d'un protocole d'accord qui vient d'être signé entre les deux parties. Aujourd'hui, on est très heureux de voir que nos efforts communs ont porté autant de fruits. Il y a des milliers de patients qui ont accès aujourd'hui en Côte d'Ivoire à un traitement avec des médicaments les plus innovants et les plus ciblés existants. Et on a aujourd'hui pu signer non seulement un deuxième accord, mais un accord bien plus large qui donne encore davantage d'accès à des médicaments et des diagnostics innovateurs. Conformément à cet accord, le deuxième du genre, le groupe Roche va financer entre autres la radiothérapie, la recherche clinique, la mise en place des dossiers électroniques pour les patients et le registre du cancer. Le premier accord signé en 2014 l'a été pour la prise en compte de la sensibilisation, le dépistage, le diagnostic et la formation des professionnels de la santé. Le renouvellement de ce partenariat s'est fait à la primature en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le groupe Roche signe à nouveau donc avec la Côte d'Ivoire. Il exerce dans la fabrication de médicaments. Cette deuxième convention prend le relais après la fin du premier partenariat. L'objectif est d'aider le pays à lutter efficacement contre le cancer et plusieurs maladies virales. Plus de 80 milliards de francs CFA engagés dans cette lutte. Puis je vous le disais à l'instant, un nouveau château d'eau dans la commune d'Abobo, précisément dans le quartier Avocatier. C'est le deuxième du genre. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé hier les travaux à la mairie d'Abobo. Dans 24 mois, il n'y aura plus de problème d'eau dans la commune. Un nouveau château d'eau à Abobo à construire à Avocatier et la rénovation de l'existant, les deux d'une capacité totale de 10 000 m3. Le projet est assorti de l'extension du réseau de distribution, une autre preuve de la mise en œuvre du programme social du gouvernement. Aujourd'hui, grâce à votre action, l'eau est revenue à Biabou depuis plus de 10 ans. Biabou attendait l'eau et à Clotia. Et aujourd'hui, vous venez mettre un château d'eau à Abobo-Avocatier qui va inonder tous les robinets d'Abobo en eau. Ce projet va impacter plus de 486 000 personnes dans 20 quartiers d'Abobo. Dans 24 mois, il n'y aura plus de problème d'eau potable dans la commune. Ce sont la construction et l'équipement d'un château d'eau de 5 000 m3 sur une tour de 30 mètres à Abobo-Avocatier. À Avocatier, il existe déjà un château d'eau.
Mais ce château d'eau va être réhabilité. Nous aurons 2 châteaux d'eau, ceci dans le souci d'augmenter la capacité de stockage d'Abobo. Un financement de 14 milliards de francs CFA grâce à la reconversion de la dette Côte d'Ivoire-Espagne dans son volet eau potable. C'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a dévoilé la plaque, puis procédé à la pose de la première pierre de l'ouvrage. La capacité de production de la ville d'Abidjan a presque doublé, atteignant aujourd'hui 640 000 m3 jour contre 350 000 m3 jour en 2011, pour un besoin qui est estimé à 500 000 m3 jour. Abidjan dispose ainsi d'une quantité d'eau potable produite suffisante pour faire face aux besoins des populations. Le défi qui reste maintenant à relever, Monsieur le ministre, est celui de sa distribution dans tous les foyers de la ville d'Abidjan. Le Premier ministre a également annoncé la construction du CHU d'Abobo et d'un échangeur dans la commune. Les travaux démarrent l'année prochaine. Et les populations d'Abobo étaient hier à la mairie pour prendre part au lancement des travaux du nouveau château d'eau. Le Premier ministre s'est prononcé sur l'actualité politique. Il a lancé un message pour rassurer la population. Les actions de paix et de développement vont se poursuivre et 2020 se passera bien. Rassemblement à la mairie d'Abobo. La population assiste au lancement des travaux de la construction du nouveau château d'eau, rénovation de l'existant et l'extension du réseau de distribution d'eau. Par ailleurs, ils sont venus réaffirmer leur adhésion à la vision de paix et de développement du RHDP. Le maire de la commune d'Abobo a saisi l'occasion pour rassurer ses administrés. On a une famille soudée. Et ça fait 30 ans qu'on est soudés. Il y en a qui viennent tourner autour, ils s'en vont, mais il y a un socle là. On est soudés depuis 30 ans. On a un repère ici qu'on a choisi. On a un mentor, le président Alassane Ouattara, notre chef. Après le chef Ado, c'est son premier fils, Amadou Gon Coulibaly. Chez nous, dans notre famille, c'est clair, c'est net, au plus profond de nous-mêmes. Et donc, ils disent, bon, il y a un grand match. 2020, ils vont faire un grand match. Mais c'est nous les grands joueurs du pays. Le Premier ministre, avec un message tout aussi clair, s'est voulu rassurant, la paix et le développement au cœur des préoccupations du chef de l'État. Avec Ado, notre pays a retrouvé la paix. Avec Ado, notre pays est en plein développement, en pleine croissance, en croissance partagée, inclusive, et que les oiseaux de mauvais augure qui prédisent donc je ne sais quoi à la Côte d'Ivoire, nous voulons leur passer le message que c'est à eux-mêmes qu'ils font peur, parce qu'il n'y a rien et que 2020 se passera bien et que la trajectoire que la Côte d'Ivoire a prise est absolument irréversible. Eau potable, santé, éducation et éclairage public, autant d'initiatives qui traduisent en acte la vision de paix et de développement du RHDP et du président de la République auquel adhère Abobo. La paix et le développement également prônés dans le sud-ouest. Le président du Sénat, Janoa Oussou-Kouadio, est en tournée de sensibilisation dans la région de San Pedro. Pour son premier meeting, il a demandé aux populations de Tabou d'œuvrer pour la cohésion sociale. Le reportage de Sam Kona. Les militants du RHDP de Tabou sont sortis nombreux pour écouter le message de paix et de développement que leur apporte le président du Sénat, Janoa Oussou-Kouadio, vice-président de ce parti, à l'occasion de la première étape de sa tournée de sensibilisation dans la région de San Pedro. Pour le ministre Félix Anoblé, coordinateur régional du RHDP, Tabou ne peut combler son retard de développement
que dans la paix et dans l'union autour du président Alassane Ouattara. Tabou, Monsieur le Président, cette région souffre. Mais conscient de ce que le développement ne peut passer que par le RHDP, convaincus des actions du RHDP sur le terrain, ils ont décidé de rejoindre le bateau que vous avez construit. Ils ont décidé de rejoindre le développement du président Alassane Ouattara. Janoua Oussou-Kouadio, abondant dans le même sens, a demandé aux populations de Tabou de donner la paix au chef de l'État. En retour, elles auront le développement tant souhaité. Le facteur du développement, c'est la paix. Le président Alassane Ouattara me dit ceci, de vous dire, donnez-moi la paix, je vous donne le développement. Donnez-lui la paix pour qu'il vous apporte le bonheur. Alors, chef traditionnel, je vous salue, je vous remercie pour tout le travail que vous faites pour la cohésion sociale. Les populations ont bien perçu le message. Tabou renaît. Et c'est avec seulement le RHDP que Tabou va renaître, connaître, amorcer son développement. Nous allons œuvrer pour donner la paix au président Ouattara pour que nous ayons le bonheur. Après Tabou, le président du Sénat va animer 2 meetings à Grand-Biribi et à Gabiagui. Rendons-nous à présent dans l'indénié Douablin. Cette région de l'Est du pays bénéficie de nombreuses infrastructures socio-économiques. Les cadres initient des journées d'hommage tournant une reconnaissance des actions de développement du chef de l'État. Un grand rassemblement est prévu demain samedi dans la ville d'Abengourou. Mamadou Kwasi. Après Anibi le Creux-Bétier, Abengourou viendra clore la journée de soutien d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour le compte de la région de l'Indénié Douablé. Les populations des 3 départements de cette région ont entamé des célébrations tournantes pour exprimer leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour les nombreux chantiers de développement dont bénéficie l'Indénié Douablé. Au nombre de ces projets de développement, le bitumage de l'axe Azopé à Nibi-le-Cros, le pont de Bétier et le bitumage de la voirie de plusieurs localités de cette région. Face aux médias, le ministre Pascal Kokou Abina, président du conseil régional, est revenu sur les raisons de cette énième journée d'hommage et de soutien au chef de l'État. Pour cette dernière étape des journées de reconnaissance au président Alassane Ouattara, Pascal Kokou Abina invite la population à la mobilisation. Ce n'est pas une affaire de parti politique. Tout le monde est concerné. Je demande donc à tous les parents des villages, des campements, de la ville, de se mobiliser pour rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout ce qu'il fait et continue de faire pour notre région. Cette journée d'hommage au président de la République se tiendra ce samedi 14 décembre 2019 au stade Henri Konan Bédié d'Abengourou. Une occasion pour les peuples ndéniens et douablins d'exprimer leur attachement et leur adhésion à la politique de développement prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Le secteur de l'affichage publicitaire bientôt assaini. Une autorité de régulation verra le jour. Pour ce faire, un projet de loi adopté, les députés étaient en séance plénière. Ces parlementaires ont également délibéré sur 19 projets de loi. Des détails avec Konaté Moussa. Un projet de loi pour assainir le secteur de l'affichage publicitaire. Le projet de loi portant un régime juridique de la communication publicitaire vient d'être adopté en plénière par les députés après des amendements. J'ai proposé 2 amendements. Le premier donc qui est relatif à la publicité des médicaments traditionnels, donc la médecine traditionnelle, interdisait donc la publicité, c'est-à-dire cet article 40 interdit la publicité sur les médicaments traditionnels. Alors que notre pays a opté pour le développement de cette médecine. Et c'est pour ça que nous avons demandé que la publicité sur ces médicaments ne soit pas interdite, mais plutôt réglementée. Et mes collègues m'ont compris, ils ont donc adopté cet amendement. Le deuxième amendement, la publicité concernant les activités des partis politiques. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis par nos collègues sur ce sujet. En plus de ces textes, la plénière a aussi adopté d'autres projets de loi portant ratification d'ordonnances et un projet de loi dans le cadre de l'accès à l'électricité pour tous. Le fonds donc, de développement de l'électricité, dans le cadre du projet de l'électricité pour tous, tout le monde
a été d'accord là-dessus. C'était un vote à l'unanimité, ce qui veut dire que quand il s'agit donc de questions d'intérêt général, les Ivoiriens savent se retrouver. Nous pouvons parler de la carte brune de la CEDEAO et avec l'autorisation de la ratification que nous venons de donner totalement au président de la République, désormais, un Ivoirien par exemple qui aurait un accident dans un pays de la CEDEAO sera couvert de la même manière comme s'il était en Côte d'Ivoire et vice-versa. Au total, 19 projets de loi étaient soumis à examen à cette séance plénière présidée par le vice-président de l'Assemblée nationale, Diawara Mamadou. Tous ces textes ont été adoptés. Intéressons-nous à présent au secteur de la défense. Ils sont 337 qui ont réussi les 3 mois et 2 semaines de formation. Des officiers et sous-officiers commandos gendarmes de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, leur a remis les attributs. Parmi ces soldats, une dame. Elle se nomme Aka Adjoua Laurence. C'est la première femme de ce corps dans le pays. Ahmed Traoré, l'enseigne Bakayoko. L'intervention monte à l'assaut par une appelée l'attaque frontale. Nous sommes à Agban, au camp de la gendarmerie nationale, à l'occasion de la sortie de la 17e promotion des gendarmes commandos. Cette année, la gendarmerie a enregistré Laurence Adjoua Aka, sa première femme commando. Sur un total de 600 candidats, 434 ont été retenus à l'issue de la visite. Finalement, 337 stagiaires ont réussi à l'examen. La formation a duré 3 mois et 2 semaines. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a traduit la reconnaissance de son institution au président de la République. À son avènement, qu'il n'y avait même pas d'ordinateur dans les unités de gendarmerie. Les véhicules n'existaient plus, le matériel était en lambeaux ou n'existait pas du tout. Très vite, les choses ont été remontées. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes tout à fait comblés du point de vue matériel et besoin. Nous savons que beaucoup de choses ont été faites. S'adressant aux 337 nouveaux gendarmes commandos, le ministre d'État Ahmed Bakayoko les a exhortés à s'approprier les vertus cardinales enseignées. Vous devez faire peur à tous les méchants, à tous ceux qui violent la liberté, la sécurité des Ivoiriens. Et vous devez les rassurer. Vous devez les rassurer. Et je vous engage à demeurer des commandos. On n'a pas la démarche du commando que pendant la formation. Et après on dit, bon, j'ai réussi, j'ai le béret, je suis commando. On demeure commando toute sa vie. On a une démarche de commando toute sa vie. J'ai voulu être présent pour vous marquer non seulement mon respect, ma considération pour tous les efforts que vous avez accomplis pour être là, pour respecter la tradition du commando. Cet exercice montre l'efficacité du commando dans divers domaines d'intervention. Et puisqu'on parle de sécurité, l'identification des personnes en fait partie. Le corps préfectoral mis en mission, il doit sensibiliser la population sur le processus de renouvellement des cartes nationales d'identité. Le mécanisme leur est expliqué, ils ont reçu les outils nécessaires. Le ministre de l'Intérieur appelle à l'implication de tous. Des détails avec Sidonie Davila. Rencontre d'information et de formation sur le processus de mise en œuvre du RNPP, Registre national des personnes physiques, avec pour cible l'ensemble du corps préfectoral du pays. Les missions qui lui sont dévolues lors de cette opération ont été clairement définies par la tutelle. Nous avons tenu à vous rencontrer ce jour, vous les préfets, acteurs incontournables de son succès sur le terrain, afin de partager nos principales attentes. La première de ces attentes concerne la maîtrise du processus et son appropriation par chacun d'entre vous. Ma deuxième attente découle de votre implication pleine et entière dans les campagnes d'information, de sensibilisation et de mobilisation des populations. Le ministre Sidiki Diakité a tenu à rappeler les enjeux de ce projet. Cette carte nationale d'identité va être nécessaire pour pouvoir voter.
Également, les innovations majeures du système d'état civil et de l'identification ont été expliquées. La réforme vient corriger toutes les aspérités, toutes les difficultés, depuis le système d'information jusqu'aux animateurs de la machine elle-même. Cet outil-là vise à les inclure dans le système économique, financier et le système social. Parce que si vous n'avez pas d'identité, vous n'existez pas, vous ne pouvez pas exercer vos droits. Et c'est la grande innovation, et cela bien entendu dans un environnement technologique dernière génération. Désormais, avec le projet RNPP, toute personne enregistrée se verra attribuer un numéro national d'identité unique dès sa naissance ou lors de l'opération d'identification. Pour la réussite du RNPP, les autorités souhaitent la contribution de tous. Les préfets, eux, se disent déjà prêts à coordonner cette opération. Nous sommes prêts à aller sur tout le territoire national pour rencontrer les populations et faire passer ce projet futuriste. Nous nous réjouissons que des mesures importantes aient été prises. Et donc aujourd'hui, nous parvenons à une modernisation de l'état civil et cela est bien pour chacun d'entre nous. Au sortir d'ici, nous allons aller former nos sous-préfets qui sont les officiers d'état civil à l'effet de moderniser l'état civil et surtout d'éviter toutes sortes de fraudes. 108 préfets au total réunis pour cette séance de travail. Chacun s'est vu remettre les outils nécessaires pour une meilleure appropriation du projet et faciliter son action de sensibilisation sur le terrain. Le RNPP connaîtra dès la semaine prochaine une phase pilote dans 10 régions de la Côte d'Ivoire avant d'entamer l'opération proprement dite à partir du 15 janvier 2020. De groupes électrogènes pour la cité financière au plateau, un bâtiment qui regroupe plusieurs directions et services financiers de l'État. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, invite ses collaborateurs à demeurer des modèles en matière de gestion des finances publiques. Francis Boifo. 2 groupes électrogènes d'une capacité de 1700 kVA ont été mis en marche pour alimenter la cité financière au plateau en cas de coupure d'électricité. Coût plus de 435 millions de francs CFA. En termes de résultats, c'est les délais de traitement des dossiers qui vont s'améliorer, la capacité des gens à travailler un peu plus longtemps. Et puis, in fine, c'est le secteur public qui aura plus de capacité d'accompagner la création privée de richesses. En plus des groupes électrogènes, d'importants travaux et projets ont été réalisés selon la Direction des affaires administratives et financières DAF, du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Au niveau des travaux déjà terminés, nous avons les travaux d'étanchéité des bâtiments et terrasses de la cité financière, la rénovation des bassins d'eau, achat et pose d'un nouveau groupe froid pour la climatisation centrale de la Robonde. Le ministre Moussa Sanogo encourage ses collaborateurs à beaucoup plus de rigueur dans l'exécution de leurs tâches. Vous savez que nous sommes le ministère du Budget. Il est donc indispensable que nous puissions montrer l'exemple, que nous puissions être irréprochables en matière de gestion budgétaire et de gestion financière. La DAF du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, c'est 3120 dossiers transmis au contrôle financier en termes d'engagement et 4482 dossiers en ce qui concerne les ordonnancements en 2019. Le salon de l'automobile ouvert à Abidjan, mais ce n'est pas seulement un rendez-vous pour l'exposition des véhicules et équipements, c'est aussi le lieu de rencontre d'affaires, occasion de nouer des partenariats et accroître sa visibilité. C'est l'opportunité qu'offre RTI Publicité. Le reportage de Cheikh Koné. Après la 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sarah, où elle a fait bonne impression auprès de nombreux annonceurs, la régie publicitaire de la RTI remet le couvert sur la première édition du Salon de l'automobile d'Abidjan. 2 événements de grande envergure, une présence justifiée de cette régie qui déploie depuis quelque temps une stratégie de proximité au grand bonheur de son public cible. Mariama Dachagaz, la première responsable de cette entité, est à pied d'œuvre. Avec ses équipes, elle multiplie rencontres et offres alléchantes. Nous avons des rencontres B2B au cours desquelles nous expliquons à nos prospects la nécessité pour eux de choisir les supports du groupe RTI pour véhiculer leur message à l'endroit de leurs cibles. Leur potentiel client ne se trouve pas qu'à Abidjan, mais sur toute l'étendue du territoire. Pour le faire, nous avons conçu des offres
adapté à leurs besoins du moment. Face à un paysage audiovisuel de plus en plus concurrentiel, la directrice commerciale et marketing rassure. Nous ne sommes plus en situation de monopole. Il est grand temps d'affirmer notre position de leader. Et cela passe par une stratégie marketing et communication plus agressive pour pouvoir avoir une maîtrise totale du terrain. Nous n'avons pas attendu. Nous avons été proactifs en privilégiant, en créant certaines niches que nous exploitons. Durant 5 jours, entreprises, concessionnaires et professionnels à cet événement pourront bénéficier des offres de RTI Publicité afin d'accroître leur visibilité. Dans le domaine de l'agriculture, la Côte d'Ivoire veut relever le niveau de la transformation locale des produits agricoles. Des journées promotionnelles se tiennent à Abidjan. Elles sont dédiées aux matières premières. Une 6e édition pour trouver des solutions à cette insuffisance. Lansine Bakayoko. À cause de la méconnaissance des processus industriels, du manque d'équipement, de la non-utilisation des technologies ou encore des difficultés d'accès au crédit, les acteurs de la petite agro-industrie peinent à faire face à la concurrence extérieure. Malgré ces obstacles, les transformatrices ivoiriennes essaient de gagner en compétitivité en valorisant les produits agricoles locaux. Nous avons changé d'échelle. Les produits sont de qualité, les emballages, la traçabilité se sont améliorées, modernisées. Toutes les spéculations sont transformées des céréales aux épices, les cosmétiques, les produits de bien-être sont vendus en grande surface, en vrac ou en conditionné. Optimiser l'attractivité de l'emballage et le conditionnement des produits transformés, c'est aussi la volonté du gouvernement qui met en œuvre une nouvelle politique industrielle. Cette politique industrielle met l'accent sur le développement des chaînes de valeur complètes, des filières de l'agro-industrie, portant notamment sur l'anacarde, le noix de cajou, le cacao, le coton, l'EVA et les fruits et légumes. Des appuis spécifiques ont été apportés à certaines filières ou sont en cours pour d'autres afin de dynamiser la transformation locale de nos matières premières. Le ministre Souleymane Diarra-Souba a aussi lancé un appel aux transformatrices de produits agricoles à déposer les marques de leurs différents produits auprès de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle afin de protéger l'identité commerciale de leurs produits et leur savoir-faire. On va parler de solidarité à présent. 1000 plats offerts aux enfants démunis du quartier Gobelé. C'est dans la commune de Cocody, une action d'assistance d'une ONG internationale. Bintou Pekele connaît par Gassoro. Il est midi au village Gobelé des 2 plateaux Cocody. Les enfants courent à la place publique pour être servis en premier au déjeuner offert par le prêtre orthodoxe Abba Achija Pakom de l'ONG Beth-Sahel International. Certains préfèrent cette nourriture à celle de la maison et d'autres n'ont que ce plat. Pas tous les jours que mes parents ont l'argent que je viens manger ici. Donc je bénis tout ce que nous savons à manger. À la maison à manger, je préfère manger ici parce que c'est doux, c'est bon. Depuis 2 ans, au village Gobelé, les enfants sont servis tous les midis. Les parents sont également au rendez-vous. C'est ici mes enfants mangent. Ils ne peuvent pas manger. Même nous-mêmes, on nous sait à manger. Je suis blessé. Il ne pourra pas manger bien. Comme il a mangé, gratuit. Moi, je viens demander aussi. L'ONG Beth-Sahel International nourrit ce jour environ 1000 enfants. Cette action sociale s'inscrit dans sa mission d'aide humanitaire, selon le fondateur. C'est un mandat que nous avons reçu de Dieu, de comprendre qu'en tant que croyants, notre mission c'est d'abord notre frère. Vous annoncez l'évangile à quelqu'un, la parole à quelqu'un, si vous ne lui donnez pas à manger, cela ne sert de rien. Non seulement donner à manger, le soigner, pour qu'il puisse déjà s'élever, et puis après maintenant penser aux autres choses. Et nous sommes rendus compte que plus nous nourrissons les enfants d'un quartier précaire, plus le taux de réussite à l'école et le taux de fréquentation des écoles augmente. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller vendre à leur maman, vendre à leur papa, ils ne vont plus aller à l'école. Depuis 6 ans, le prêtre orthodoxe Abba Achija Pakom et son équipe offrent des kits alimentaires dans les quartiers précaires d'Abidjan. Les mercredis et les samedis sont les jours de consultation et de soins gratuits pour les populations des 10 quartiers. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.